Bien, mes chers collègues, nous sommes conduits à examiner ce matin une enquête que la Cour des comptes a effectuée à la demande de notre commission, datant du mois de novembre 2023, sur proposition du groupe Renaissance, relatif à 10 ans de politique du groupe Renaissance relatif à 10 ans de politique publique en faveur de l'industrie. C'est le premier président lui-même, M. Pierre Moscovici, qui a tenu à présenter le résultat de ces travaux de la Cour des comptes, et je l'en remercie. Monsieur le Président, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre accueil. En effet, j'ai tenu à présenter moi-même ce rapport intitulé « 10 ans de politique en faveur de l'industrie, des résultats encore fragiles », parce que c'est un rapport auquel la Cour tient beaucoup et parce que c'est un sujet dont l'importance n'échappera à personne, avec un diagnostic qui, je pense, peut utilement éclairer le débat public. Je veux d'abord saluer le travail très approfondi de l'ensemble des artisans de ce rapport. Karine Camby, présidente de la première chambre, Mathilde Lignot-Leloup, présidente de section, Denis Tersen, contre-rapporteur, ainsi que l'ensemble des rapporteurs Julien Turenne, Fabienne Rosenwald et Ousmane Gallocco. Alors, votre commission a demandé à la Cour de réaliser une enquête sur 10 ans de politique publique en faveur de l'industrie le 7 novembre dernier, donc sous la précédente législature. En effet, Monsieur le Président, et je profite de cette audition pour préciser que la dissolution de l'Assemblée nationale n'a bien entendu pas eu d'effet sur l'instruction de nos rapports à destination du Parlement, et rappeler que l'ensemble des saisines effectuées au cours de la précédente législature sont remises aux commissions et d'abord à la vôtre. Avant de vous présenter nos principales conclusions et recommandations, quelques mots sur le contexte d'instruction de ce rapport, sur son périmètre et ses objectifs. Notre rapport intervient à l'issue d'une période, 10 ans, c'est donc 2013-2023, au cours de laquelle le cadre, les objectifs, les moyens de la politique industrielle ont sensiblement évolué. Selon l'INSEE, les activités qui relèvent de l'industrie sont les activités économiques qui combinent des facteurs de production, comme les installations, les approvisionnements, le travail ou encore le savoir, pour produire des biens matériels destinés au marché. Cette définition assez traditionnelle assimile l'industrie donc à la production de biens tangibles. Au sens des nomenclatures statistiques françaises et européennes, ce secteur regroupe l'industrie manufacturière, mais aussi les industries extractives, la production et la distribution d'énergie ou d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, la dépollution. C'est donc un ensemble d'activités extrêmement vastes. Les politiques publiques en faveur de l'industrie ont une grande variété d'objectifs et de leviers d'action. Elles regroupent traditionnellement les politiques horizontales, d'une part, qui agissent sur le cadre de l'activité des entreprises via la fiscalité, les coûts de production ou de recherche, de développement, l'innovation ou les compétences, et des politiques dites verticales, d'autre part, qui portent sur des secteurs ou des entreprises plus spécifiques. La conception et la mise en œuvre de stratégies industrielles qui ont vocation à coordonner ces différentes politiques publiques sont donc un enjeu majeur de politique économique. Or, la France a connu, par rapport aux autres grands pays européens comparables, une diminution marquée de la part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB, en particulier entre les années 2000 et 2010, qui ont été des années, disons-le, de désindustrialisation assez forte. À la suite du rapport Gallois de 2012 et de la prise de conscience de ce recul, la France a progressivement modifié sa stratégie. Et donc, du coup, les 10 ans sont une césure assez pertinente, parce que l'année 2013 est celle où renaît une priorité ou une prise de conscience pour l'industrie. Les actions transversales d'amélioration de la compétitivité, coûts et hors coûts, ont été renforcées, puis articulées avec des soutiens sectoriels. Ces actions ont pris des formes diverses et présentent en 2024 des résultats contrastés. C'est dans ce contexte que vous avez demandé à la Cour de réaliser donc un bilan de 10 ans de politique publique en faveur de l'industrie. Comme pour toutes les communications au Parlement, le périmètre et l'objectif de ce rapport ont été définis en lien avec votre commission. Il s'agit de dresser un état des lieux des forces et des faiblesses de l'industrie française, d'analyser les objectifs et les leviers mobilisés par les pouvoirs publics, ainsi que les résultats obtenus sur la période 2013-2023. Vous souhaitiez aussi des recommandations pour rendre la politique industrielle plus efficace et plus efficiente, en posant notamment une question qui est très importante et qui est débattue par ailleurs, qui est celle de l'efficience du crédit d'impôt recherche. Je tiens à souligner qu'en accord avec votre commission, les politiques sectorielles de défense ou de santé et les instruments tels que la commande publique et la régulation de l'accès au marché et au prix
ne sont pas étudiés dans ce rapport. Notre rapport fait suite à une note structurelle de la première chambre de la Cour parue en 2021 et dans d'autres réflexions que nous avons conduites, y compris très récemment avec l'évaluation du dispositif territoire d'industrie qui a été publié il y a une semaine. Un dernier élément de contexte, c'est l'accroissement des tensions internationales, des inquiétudes sur les projets industriels de décarbonation, la transition du secteur automobile, la fermeture de sites industriels. Tout ça ne vous a évidemment pas échappé. J'y ajoute, comme élément de contexte, le rapport Draghi, remis en septembre dernier à la Commission. Vous verrez que nous avons une partie européenne significative dans ce rapport, qui dresse un tableau assez sévère, en vérité, mais plutôt fondé, de la compétitivité de l'économie de l'Union européenne, avec une situation en France qui apparaît, à ses yeux, plus problématique que chez nos voisins, malgré des résultats intéressants, mais encore fragiles. Je vais y revenir. Mais d'abord, j'aimerais insister sur le caractère inédit de l'étude que nous avons menée. D'abord, nous avons produit un véritable travail de fourmi avec l'aide de data scientists de la Cour qui ont recensé et quantifié l'ensemble des soutiens financiers publics dont les entreprises françaises ont bénéficié sur 10 ans, partant de leur code NAF. Les données relatives aux aides versées ont été récupérées auprès de l'ADEME, de l'Agence de services de paiement, de l'ANCT, complétées par l'exploitation des données de systèmes d'information comptables de l'État et des collectivités, de données mises à disposition via le Centre d'accès sécurisé aux données sur les impôts de production, les crédits d'impôt, le financement de BPI France pour la période 2012-2021. Les accès en données libres de l'ACOS et de la Commission européenne ont également été pris en compte, donc données très vastes. Le recensement constitue là un apport original de la Cour. Les rapporteurs ont conduit par ailleurs près de 70 entretiens avec une grande diversité d'acteurs, les représentants des administrations concernées, des représentants des régions de France, le secrétariat général des affaires européennes, des équipes de France Stratégie, de l'OCDE, etc. Ils ont naturellement auditionné les organisations représentatives des entreprises, l'Association française des entreprises privées, l'Association nationale France Cluster. Enfin, notre rapport contient à la fois des enquêtes de terrain et des focus sur certains bassins, secteurs ou entreprises, 3 projets territoires d'industrie, La Roche-sur-Yon, Vitré, Lac, Pau, Tarbes, et des éclairages sur 3 secteurs, l'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, et naturellement des comparaisons européennes de l'industrie française, notamment avec l'Allemagne et l'Italie. Toutes les grandes entreprises de la Chambre de commerce franco-allemande ont été contactées et entendues. Je pense à Bayer, BASF, Braun ou Siemens. J'en viens désormais aux principaux constats et recommandations de notre rapport, qui est structuré en 3 parties. La première analyse l'évolution de l'industrie sur les 10 dernières années. La deuxième, le renforcement des politiques en faveur de l'industrie. Et la troisième montre que des améliorations substantielles doivent être apportées à notre stratégie industrielle en agissant sur plusieurs dimensions. Je vais entrer dans le détail de chacun de ces messages. Premier message donc, l'analyse du poids de l'industrie dans l'économie montre une stabilisation récente, je dis bien stabilisation, à un faible niveau, ainsi que les écarts persistants de compétitivité par rapport à nos voisins européens. Soulignons d'abord que la désindustrialisation a été plus marquée en France au cours des 10 dernières années que dans les autres pays européens. 2 crises majeures ont affecté le niveau de production industrielle au cours de la période. La crise de 2008-2009, la France ne retrouvant le niveau de 2007 qu'en 2013, et la crise sanitaire, avec une valeur ajoutée de l'industrie qui est dépassée en 2022, son niveau de 2019 en valeur, sans le retrouver en volume. Après avoir décroché plus fortement que chez nos voisins, le poids économique de l'industrie s'est stabilisé. J'insiste sur ce mot parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Entre 2011 et 2019, un niveau relativement bas, 14% du PIB, elle atteint 15% en 2023 en raison du rebond du secteur de l'énergie. La part de l'industrie manufacturielle, c'est là traditionnellement ce qu'on entend par industrie, reste stable à 11% de la valeur ajoutée totale de l'économie. C'est nettement inférieur à celle de l'Allemagne et de l'Italie. Allemagne, 21%. Italie, 17,5% pour l'industrie manufacturière. France, 11%. Par ailleurs, la tendance à la baisse de l'emploi industriel s'est inversée sur la période que nous avons étudiée à partir de 2017, fin 2017. En effet, hormis une diminution ponctuelle en 2020, l'emploi salarié
dans l'industrie continue d'augmenter et il a dépassé aujourd'hui le niveau pré-crise sanitaire. La part de l'emploi industriel représente tout de même 10% de l'emploi total. Ça reste toutefois nettement plus faible que chez nos voisins. C'est assez logique compte tenu de la part de l'industrie manufacturière. 17% en Italie, 18% en Allemagne. Il faut savoir que les entreprises industrielles sont relativement peu nombreuses. Elles sont 274 200 en 2021, soit 7% de l'ensemble des secteurs non agricoles et non financiers, mais elles représentent 28% de la valeur ajoutée, 62% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. L'activité industrielle en France, c'est une de nos caractéristiques. Elle est concentrée dans des entreprises grandes ou de taille intermédiaire, organisées sous forme de groupes, avec des filiales très diversifiées, très marquées par leur activité à l'étranger. Ainsi, en 2021, les firmes multinationales industrielles concentraient 69% des effectifs salariés du secteur et généraient 78% de la valeur ajoutée produite sur le territoire français. Malgré ces proportions élevées, lorsqu'on regarde les indicateurs comme la croissance de la valeur ajoutée ou le commerce extérieur, la dynamique industrielle reste inférieure en France à celle des autres pays européens, en particulier de l'Allemagne et, dans une moindre mesure, de l'Italie. De 2000 à 2019, la France, qui est donc le troisième pays industriel de l'Union européenne tout de même, a connu une croissance de 20% de la valeur ajoutée industrielle. Mais c'est 61% pour l'Allemagne, c'est 28% pour l'Italie. Au cours de la dernière décennie, donc ce que nous examinons plus particulièrement, la part de marché de la France dans le commerce mondial a diminué, alors que l'Allemagne et l'Espagne ont réussi à maintenir la leur. Cette évolution est principalement imputable à l'industrie. Je rappelle que l'industrie représente 69% des exportations françaises. La balance commerciale de biens, qui était devenue positive dans les années 90, est redevenue déficitaire à compter du début des années 2000 et s'est ensuite constamment et fortement dégradée. L'analyse de la structure de la balance commerciale est elle aussi intéressante car elle reflète quelque chose qui est très important, qui est l'évolution de la spécialisation productive de l'industrie de l'économie française. La France se positionne parmi les principaux exportateurs mondiaux dans 4 secteurs clés historiques, et 4 seulement. Premier exportateur pour les boissons et pour les parfums et cosmétiques, deuxième exportateur pour le cuir et la bagagerie, ainsi que l'aéronautique et le spatial. Donc, l'activité industrielle s'est globalement spécialisée sur des secteurs de haute et moyenne technologie, comme l'industrie aéronautique, civile et militaire, la chimie-pharmacie, mais aussi sur les secteurs dits de basse technologie, comme l'agroalimentaire, dont la part augmente. Les replis les plus marqués concernent certains secteurs de moyenne technologie, l'automobile, les produits électriques, les machines et équipements. Enfin, les effets d'entraînement de l'industrie sur l'économie française ont évolué de manière, disons, contrastée au cours de la période. Les gains de productivité de l'industrie ont diminué davantage que dans d'autres pays depuis 2019, ce qui a des effets négatifs sur la productivité de l'ensemble de l'économie. Un aspect positif que je veux souligner, c'est bien que les effets d'entraînement sur l'activité et l'emploi local demeurent difficiles à mesurer avec précision. 75% de l'emploi industriel est situé hors des métropoles, ce qui, compte tenu des évolutions diverses de la France, est plutôt positif. Ça fait de l'activité industrielle un levier important, mais je ne vous apprends rien, de cohésion sociale et territoriale. Pour faire face à cette trajectoire qui est globalement stable ou baissière, des mesures importantes ont été prises pour améliorer la compétitivité des entreprises. Elles ont été efficaces en termes de compétitivité des coûts, mais la compétitivité dite hors coût reste un handicap sérieux. Concernant la compétitivité coût des entreprises, les mesures prises depuis 2015 ont réduit les écarts avec les autres pays européens. D'abord, le crédit d'impôt compétitivité emploi, que je connais un peu à partir de 2014, et les allègements de cotisations sociales qui l'ont complété puis remplacé, ont eu pour effet de rapprocher l'évolution du coût du travail de celle de la productivité. Ces mesures, ce sont des mesures de baisse des charges, concentrées sur les bas salaires. Elles bénéficient surtout aux activités de services et à certains secteurs industriels où les salaires sont plus bas, mais elles profitent aussi indirectement à l'industrie à travers le coût des consommations intermédiaires.
Les entreprises industrielles françaises ont certes pu bénéficier d'une certaine modération des coûts salariaux, mais le coût du travail, le coût horaire du travail en France demeure nettement supérieur à celui de l'Italie, de l'Espagne et des pays d'Europe de l'Est. Il est équivalent à celui de l'Allemagne, mais l'industrie allemande peut toutefois s'appuyer sur un rapport qualité-prix et un positionnement de gamme qui sont structurellement supérieurs. Les pouvoirs publics ont également pris, à partir de 2017, des mesures pour rééquilibrer la fiscalité des entreprises et réduire les écarts avec la moyenne européenne et les pays comparables. La diminution de l'impôt sur les sociétés depuis 2019 n'est pas ciblée, vous le savez, sur l'industrie. En revanche, la baisse des impôts au titre des impôts de production a davantage bénéficié à l'industrie. Je rappelle qu'en 2019, la France appliquait le taux moyen effectif de taxation des entreprises non financières le plus élevé de l'Union européenne, à 35%. Ce taux est passé à 25% en 2022. Il est maintenant inférieur à celui de l'Allemagne et de l'Espagne. Il se rapproche de celui de l'Italie. Cependant, disons-le, pour la Cour, la fiscalité des entreprises industrielles reste sous-optimale. C'est dû à l'existence d'impôts de production dont les modalités de calcul sont défavorables à la production en France et dont l'industrie supporte une part significative. En ciblant les entreprises, indépendamment de leur profitabilité, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, affectent leur rentabilité et leur capacité à exporter. Leurs modalités de calcul devraient, selon nous, être révisées pour les remplacer par des modalités non distorsives, comme l'IS ou les taxes foncières. Encore une fois, nous ne nous prononçons pas sur suppression, diminution, etc., mais sur un changement, en réalité, ou une réforme des impôts de production. Cette réforme doit être faite à condition de s'inscrire dans une évolution d'ensemble de la fiscalité société qui permettrait d'en neutraliser les effets sur les finances publiques. Le rapport souligne également un point sensible pour l'avenir sur la compétitivité des coûts par rapport aux autres pays européens. Les entreprises industrielles ont bénéficié pendant toute la période étudiée d'un tarif très favorable de l'électricité au titre de l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique. Ce prix de l'électricité était inférieur de 40% à la moyenne de l'Union européenne et de 92% au prix en Allemagne de 2012 à 2021. Mais ce mécanisme d'accès régulé prendra fin le 1er janvier 2026 et les négociations en cours entre EDF et les industriels ont donc une importance particulière. Voilà pour notre compétitivité coût. Je dirais que globalement et incontestablement, là nous parlons des chiffres, elle s'est améliorée. Mais notre rapport met en lumière les handicaps structurels qui grèvent la compétitivité dite hors coût de l'industrie française. D'abord, la contraction de l'industrie limite les capacités de financement de la recherche, qui se traduit donc insuffisamment en innovation industrielle. Là, nous avons un risque de décrochage, voire un décrochage sérieux. La progression de la France de la 22e à la 11e place de l'indice mondial de l'innovation établi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ne se retrouve pas dans les indicateurs européens relatifs à l'innovation industrielle. Dans ces indicateurs, la France apparaît en retrait par rapport à l'Allemagne, mais aussi par rapport à l'Italie. Un autre enjeu réside dans l'image de l'industrie, qui demeure dégradée, ce qui nuit à l'attractivité des formations et des métiers industriels. Ainsi, parmi les apprentis qui ont suivi une formation en métaux et mécanique et qui sont en situation d'emploi en janvier 2021, après leur sortie d'études, seuls 55% exerçaient un emploi correspondant à leur formation. En conséquence, les employeurs éprouvent des difficultés croissantes à recruter du personnel qualifié. 52% des entreprises dans l'industrie étaient concernées par des difficultés de recrutement au premier trimestre 2024 et 19% se disaient limités dans leur activité par le manque de personnel. Cette proportion est supérieure à celle des entreprises concernées en Italie ou en Espagne. Pour réduire les tensions de recrutement dans l'industrie, la Cour recommande donc de définir un dispositif durable de soutien à la formation des salariés de l'industrie, en veillant à la coordination entre les actions des branches professionnelles et les collectivités locales. Les politiques de l'emploi et de l'insertion
de la formation et de l'orientation, mais aussi de la cohésion territoriale, du logement, des transports, de la petite enfance, du développement économique, de la transition écologique doivent aussi intégrer pleinement cette préoccupation en lien avec les politiques sectorielles. L'amélioration de l'attractivité de la France, je résume donc ce premier point, reste, si elle est mesurée par le nombre de projets, incontestable, mais elle est fragile. Les projets en France comportent moins de création de sites qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. L'environnement des entreprises peut être simplifié pour faciliter leur développement. Malgré les dispositions adoptées par le Parlement pour sécuriser, accélérer les projets d'implantation industrielle, en 2020, 2021, 2023, un écart important subsiste avec les autres pays de l'Union européenne sur les délais réellement constatés qui peuvent aller de 4 à 8 mois supplémentaires selon les procédures. Voilà pour le constat qui, j'espère, vous intéressera et que je crois en réalité assez peu contestable. En tout cas, il est objectif. J'en arrive au deuxième message de notre rapport, qui est que malgré la succession de plans et l'augmentation récente des moyens budgétaires alloués au soutien à l'industrie, l'efficacité de ces mesures est inégale. Comme je l'ai précisé en introduction, la Cour a mesuré les soutiens publics à l'industrie de 2012 à 2022 à partir des transferts financiers directs ou indirects aux entreprises industrielles sous forme de prise de participation, de subventions, de prêts, d'avances remboursables. Les soutiens publics s'élèvent à 17 milliards d'euros par an de 2012 à 2019 et à 26,8 milliards d'euros par an sur la période 2020-2022, hors intervention en fonds propres. En excluant les dépenses fiscales et les niches sociales, ce montant s'élève à 5,8 milliards sur 2012-2019 et à 9,6 milliards sur 2020-2022. Notons que les collectivités territoriales représentent une part assez marginale de ces transferts. Les politiques transversales de soutien à la R&D, à l'emploi, à la formation, à l'énergie, au commerce extérieur, à l'innovation représentent 86% du coût total, tout type de dépenses confondues. Au sein de ces politiques transversales, certains instruments bénéficient surtout à l'industrie. Le crédit d'impôt recherche, 5,6 milliards d'euros par an, dont 61% pour l'industrie. L'activité partielle, 3,3 milliards d'euros, 47% pour l'industrie hors crise sanitaire. La fiscalité sur les entreprises énergo-intensives, d'un montant de 1,1 milliard d'euros par an pour l'industrie sur la période récente, ainsi que l'assurance export. Le crédit d'impôt recherche, je viens de donner les chiffres, constitue donc pour les entreprises et de nombreux observateurs un facteur important d'attractivité pour le maintien des activités de R&D en France. La Cour s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur ce crédit. Elle n'entend pas remettre en cause son principe, mais plusieurs travaux d'évaluation et d'analyse économique récentes invitent à ajuster son assiette pour en améliorer l'efficacité. Dans ce contexte, la Cour recommande au ministère de l'économie et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche d'ajuster l'assiette des dépenses éligibles au CIR pour en améliorer l'efficacité et d'expertiser une mesure de plafonnement de la créance du CIR au niveau des groupes. Voilà une recommandation supplémentaire de la Cour. Le bilan des plans successifs de soutien à la réindustrialisation, la numérisation de l'industrie est, disons-le, peu concluant. Leur ciblage apparaît insuffisant, les instruments trop peu efficaces, à l'exception de certains secteurs comme l'aéronautique ou la microélectronique pour lesquels l'État a su faire preuve de continuité. De même, les programmes d'investissement d'avenir mis en œuvre entre 2010 et 2019 ont eu, constat, un impact limité sur l'industrialisation. Depuis 2020, les pouvoirs publics ont complété les instruments de politique horizontale par un instrument de soutien vertical, notamment sous forme de subventions dans le cadre de ce qu'on appelle France 2030. Mais, au vu des premières évaluations du comité de surveillance de France 2030, la Cour préconise de resserrer, et ce, dès 2025, le ciblage des investissements publics, en arrêtant certains projets et en engageant une revue des priorités de France 2030. Par ailleurs, nous relevons que la doctrine d'intervention de ces plans devrait privilégier davantage les instruments les plus efficaces, comme les instruments financiers, les avances remboursables, et limiter le recours aux subventions.
Nous avions déjà formulé cette recommandation dans notre communication au Sénat sur les crédits exceptionnels au secteur de la culture pendant la crise. Nous l'avons formulé dans d'autres rapports qui seront prochainement publiés, très prochainement même, qui sont des revues de dépenses sur ces sujets. Enfin, les interventions en fonds propres dans les entreprises industrielles représentent 2,2 milliards d'euros par an sur la période 2012-2022. Elles prennent la forme de prise de participation de l'Agence des participations de l'État, l'APE, dans des secteurs industriels stratégiques à des fins de souveraineté, de Bpifrance pour le développement des PME et des ETI, de la Caisse des dépôts et d'ADEME Investissement. La Cour relève que le suivi par l'État de ces participations publiques doit être amélioré pour mesurer la pertinence du cumul des interventions dans certains secteurs ou entreprises et les risques associés. Concrètement, nous suggérons que la doctrine de l'Agence de participation de l'État soit précisée, qu'elle soit articulée avec celle de Bpifrance, de la Caisse des dépôts et d'ADEME Investissement. Là, je pense qu'il y a une cohérence, une mise en cohérence à assurer. Je développe enfin, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le troisième et dernier message de notre rapport, qui est qu'il faut approfondir notre stratégie industrielle en agissant sur 3 dimensions. Le renforcement de son caractère transversal, la mise en place d'instruments de suivi et l'approfondissement de sa dimension européenne. L'objectif de la politique industrielle, je le rappelle, c'est de maintenir ou développer la part de l'industrie dans la valeur ajoutée nationale. Elle ne se réduit pas aux aides aux entreprises, qui sont souvent peu ciblées sur les entreprises industrielles. Les politiques macroéconomiques et horizontales qui portent sur l'environnement compétitif des entreprises doivent être coordonnées. Elles jouent un rôle absolument déterminant. Le premier levier sur lequel jouer est pour nous le caractère transversal de la politique industrielle. La stratégie industrielle doit faire partie intégrante et durablement des politiques horizontales de compétitivité et de l'action des ministères sectoriels. Elle doit être inscrite dans les objectifs de la politique de formation, de transition énergétique, de protection de l'environnement, de santé, d'innovation et de recherche. Elle doit aussi s'appuyer sur les collectivités territoriales, dont le rôle est déterminant pour l'accès au foncier et l'accompagnement de projets industriels. Le deuxième levier d'action que nous suggérons d'utiliser est celui du renforcement de la dimension européenne de la politique industrielle. Disons-le, ce mot de politique industrielle est resté longtemps tabou à l'échelle européenne. Mais nous observons, qu'il devient progressivement une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres, dans la limite, bien sûr, des politiques communes du marché intérieur et de la concurrence. Le récent rapport Draghi souligne la nécessité d'aligner la politique commerciale, la politique de la concurrence et la politique industrielle européenne. Il préconise d'aller au-delà des évolutions engagées depuis 2015 et des mesures récemment annoncées après la crise sanitaire, en réaction aussi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Celles-ci ont comme objectif stratégique la réduction des dépendances européennes dans 6 secteurs: les matières premières critiques, les semi-conducteurs, la santé, le numérique, l'agroalimentaire et l'énergie. Plusieurs instruments de développement sectoriel ont été mis en place grâce aux programmes européens en faveur de l'innovation et aux mécanismes de projets importants d'intérêt européen commun, ce qu'on appelle le PIEC. C'est une bonne chose, car l'assouplissement des aides d'État pendant les crises sanitaires et énergétiques a augmenté les risques de fragmentation du marché intérieur et d'inefficacité des aides nationales. Le mécanisme des PIEC, qui encadre le recours aux subventions nationales pour s'assurer que les investissements productifs subventionnés répondent à des besoins stratégiques, vise à maîtriser ce risque. Le rapport Draghi propose, entre autres, d'amplifier le recours au PIEC. Pour le moment, la France participe à 10 projets de ce type pour un montant d'aide publique de 6,4 milliards d'euros, soit 17% du total. Ça correspond à peu près à notre part dans le PIB européen, un tout petit peu moins. D'autres modalités de coopération européenne peuvent être envisagées dans un cadre intergouvernemental, comme c'est le cas avec Airbus, ou dans un cadre communautaire, comme c'est le cas avec l'Agence spatiale européenne. La stratégie industrielle nationale, le choix de ces instruments et de ces projets doit s'inscrire résolument dans ce cadre en priorisant les projets soutenus à l'échelle européenne. C'est également une recommandation de la Cour. Enfin, la Cour recommande de développer les travaux prospectifs et de se doter d'instruments de suivi adaptés pour la politique industrielle. Des progrès ont été accomplis dans l'organisation des pouvoirs publics pour concevoir et mettre en œuvre la politique industrielle au niveau national.
la réorganisation de la Direction générale des entreprises, la DGE, du Conseil national d'industrie. Les conseils stratégiques de filière ont permis de structurer et de renforcer le dialogue avec ce secteur. Cependant, un dialogue plus stratégique avec l'industrie doit être développé entre les acteurs publics, au sein de l'État, avec les collectivités, en s'appuyant sur des travaux prospectifs réguliers. Au-delà des indicateurs macroéconomiques couramment utilisés, comme la valeur ajoutée, l'emploi, le commerce extérieur, une plus grande attention doit être, selon nous, portée aux impacts territoriaux et aux disparités des secteurs et des entreprises du secteur industriel. J'ai rappelé le rôle de l'industrie comme outil de cohésion sociale et territoriale. Ça implique donc qu'on aille plus finement dans le regard sur ce point. La Cour préconise de compléter les indicateurs macroéconomiques traditionnels en élaborant d'ici 2026 un ensemble d'indicateurs macro et microéconomiques pour mesurer les impacts de la stratégie industrielle, pour prendre en compte les impacts territoriaux, les disparités des secteurs et des entreprises industrielles. Voilà, mesdames et messieurs les députés, les éléments d'analyse et de recommandation que je souhaitais porter à votre connaissance. J'espère qu'ils susciteront votre intérêt et la réflexion collective. Pour moi, c'est un excellent et très important sujet que vous avez choisi. Je crois que l'équipe a pris un très grand plaisir et un très grand intérêt surtout à ce travail. La politique industrielle, en effet, est un aspect vital de notre politique économique et elle est vouée à le devenir davantage encore au cours des années à venir, qui sont des années de mutation et aussi de menaces. Cette politique, nous le savons, cristallise de nombreux enjeux très sensibles. La fiscalité, la coordination, voire la hiérarchisation entre projets européens et français, l'orientation des financements publics sur certains secteurs via les soutiens verticaux. En tout état de cause, notre politique industrielle doit être dotée d'une véritable stratégie qui nécessite des choix courageux et fermes, et j'ajoute une forme de continuité, car là, nous voyons très clairement que ce qui est continu marche et que le reste passe. Merci pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions avec l'équipe qui m'entoure. Bien, on va passer d'abord au rapport. Monsieur Benoît Mournet, qui avait suivi de ce rapport et qui appartenait au groupe à l'origine de la demande, ne siégeant plus parmi nous, le bureau a décidé qu'il reviendrait à monsieur Jacques Auberty, rapporteur spécial développement des entreprises et régulation, de rapporter sur cette enquête. Je lui laisse la parole pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur général. Chers collègues, je souhaite d'abord remercier la Cour pour ce rapport qui pose une analyse claire sur les difficultés que rencontrent les politiques de réindustrialisation entamées depuis plusieurs années et qui identifie bien les principes directeurs pour parvenir à un effort efficace et soutenable en faveur de l'industrie. Je remercie bien évidemment toutes les équipes qui m'ont accompagné dans cette analyse. Le titre du rapport, vous l'avez mentionné, des résultats encore fragiles. J'aurais préféré sans doute des résultats inégaux selon les mesures développées au fil des années, vous l'avez d'ailleurs souligné. En tout état de cause, nous vivons, et je dirais même en temps réel, ces résultats, les résultats de ces politiques qui peuvent être alarmants à certains égards et nous interroger sur la nécessité d'une stratégie, peut-être même de repli, pour éviter un atterrissage forcé. À cet égard, le PLF, qui nous sera sans doute imposé dans les jours qui viennent, sacrifie des pans entiers de la politique de soutien à l'industrie française avec l'arrêt programmé ou la baisse radicale de certains dispositifs d'accompagnement, avec le manque d'investissement suffisant dans la transition énergétique et l'innovation, voire encore avec la faiblesse des moyens dégagés pour valoriser des métiers qui ont radicalement changé. Sans parler évidemment de la carence de formation, tout cela a été bien dit. Autant de facteurs qui affectent la compétitivité de notre pays. Et je citerai quelques exemples, justement en matière de pôle de compétitivité, dont la Cour souligne l'efficacité. Les pôles de compétitivité voient dans ce PLF leur financement par l'État disparaître, sans avoir vérifié s'ils disposaient de la trésorerie nécessaire pour absorber un tel choc. Notons aussi l'alerte face à la fin du mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique au 1er janvier 2026, dans
un peu plus d'1 an, alors qu'il s'agit bien d'un domaine dans lequel la France garde un avantage comparatif. Et au passage, apprécions la belle formule sur le bien fondé de la diminution des impôts de production, et plus particulièrement de la CVAE, à condition d'en garantir la neutralité pour nos finances publiques, condition, force est de le constater, non suivie aujourd'hui. Il serait d'ailleurs intéressant d'analyser les parts respectives des impôts dits de production et des impôts de consommation, en quelque sorte, dans différents pays pour savoir comment agir pour favoriser l'industrie française tout en gardant le même niveau d'intervention de l'État. Quant à notre capacité à intervenir pour préserver des entreprises stratégiques, les crédits du programme 862 sont divisés par 3, alors que le contexte nous obligera sans doute à intervenir en soutien direct à des entreprises en difficulté. L'actualité nous le rappelle. Et enfin, Bpifrance perd 100 millions d'euros normalement dédiés au financement de son activité de fonds de garantie et d'accompagnement en faveur de la transition énergétique et écologique et de la réindustrialisation, alors même que ce fonds était unanimement salué avec son effet de levier pour mobiliser des capitaux privés et sa frugalité en ressources publiques sous forme d'avance. Vous considérez d'ailleurs que certaines subventions ou certains crédits d'impôt massifs au demeurant, dans les domaines du soutien à l'emploi ou de la recherche, de l'innovation, sont particulièrement coûteux et vous notez l'absence ou l'insuffisance de conditionnalité et de contrôle. D'ailleurs, l'une de vos propositions est justement la priorisation du recours aux avances remboursables et aux garanties. Et c'est un point important qui suscite, pour ma part, les deux questions suivantes. Pourriez-vous développer cette priorisation en expliquant comment le recours à des aides non subventionnelles ciblées pourrait être intégré aux différentes étapes de la chaîne de production industrielle et quelle pourrait être la place de Bpifrance dans un tel modèle de soutien à l'industrie. Le second aspect du rapport qui a attiré mon attention tient à la place des collectivités territoriales de leur regroupement dans les politiques industrielles. La Cour note en effet que les collectivités occupent une part marginale dans les transferts financiers directs aux entreprises industrielles. Pourtant, on sait la place essentielle que peut occuper l'écosystème territorial dans les choix d'implantation des grands chefs d'industrie. Le rapport le souligne d'ailleurs et évoque les questions du foncier, de l'impact du ZAN, sachant que la moitié de la croissance en foncier pour développer l'industrie est d'ores et déjà fléchée sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. La question des pôles de compétitivité, je l'ai dit, mais également la question des infrastructures locales, des transports, des établissements d'enseignement, des services de santé et de tous les services publics locaux essentiels à l'attractivité d'un territoire. D'ailleurs, votre rapport n'en fait pas mention en termes d'investissement, globalement. J'aurais donc là encore deux questions. Pourriez-vous développer la place que vous accordez à l'écosystème territorial dans les politiques de réindustrialisation et vous évoquez les progrès significatifs qui pourraient être accomplis pour le dialogue stratégique entre l'État et les collectivités. Pourriez-vous donc développer ce point éventuellement en présentant des exemples, des cas, y compris pour des territoires en devenir, pour des territoires industriels en devenir. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Il faut éteindre votre micro. Merci, c'est bon. Merci, Monsieur le rapporteur, de l'intérêt que vous avez apporté à ce rapport et aussi de vos suggestions et remarques. Je ne peux naturellement pas faire de commentaires sur le PLF en cours, si ce n'est que nos recommandations doivent probablement avoir une traduction dans la politique financière du pays et que si on souhaite avoir une priorité à l'industrie, naturellement, elle doit se marquer, mais je ne peux pas commenter en quoi que ce soit les mesures qui sont actuellement en discussion. S'agissant des impôts de production, notons qu'ils restent importants en France, malgré les baisses qui en ont réduit l'écart par rapport à nos partenaires. Sur la priorisation des avances remboursables, la place de Bpifrance
sur les PME et TI en termes d'avances remboursables est déjà très importante, puisque dans le cas de France 2030, c'est 50% de subventions. Je pense que naturellement, c'est peut-être davantage encore dans la sélectivité, dans la qualité du choix des projets qu'on peut faire des progrès. Mais globalement, je le dis pas parce que j'ai eu l'occasion de porter devant votre assemblée les projets qui ont de création de PPI France et de présider à la naissance de cette institution. Je crois qu'on peut tirer un bilan très positif du caractère nécessaire de cette banque pour nos territoires et nos entreprises. Sur les aspects territoriaux, j'ai noté, en présentant le rapport, que l'écosystème territorial était en effet très important. Vous avez parlé du foncier, vous avez parlé de l'environnement global des entreprises, vous avez parlé de la formation. Notons aussi qu'il y a tout de même un certain nombre d'effets d'aubaine et que c'est sans doute dans le dialogue, comme vous l'avez souligné, entre l'État et les acteurs locaux qu'on peut faire des progrès. Les pôles de compétitivité s'inscrivaient dans cette logique-là. Sur les impacts territoriaux, en étant un peu plus précis, je vais revenir sur les analyses que nous avons faites très récemment du programme Territoire d'industrie, en notant que ce programme n'a pas permis, malheureusement, de renverser significativement la tendance dans les territoires, mais tout juste, ce qui n'est déjà pas si mal, néanmoins, le maintien de l'emploi. Cette initiative, je le rappelle, visait à relancer la politique industrielle dans un cadre explicitement territorial, en instaurant une forme de gouvernance infrarégionale avec les EPCI. Elle est centrée sur les écosystèmes industriels et les territoires qui ont une part de l'industrie dans l'emploi local supérieure au taux national. 148 territoires d'industrie ont été identifiés en 2019, puis 197 lors d'une seconde vague en 2022. Un comité de suivi de projet local est constitué, animé par un binôme constitué d'un élu local et d'un acteur industriel. La nouvelle phase de territoire d'industrie, donc, qui doit s'étendre sur 2023-2027, a été lancée sans évaluation préalable de l'étape précédente. Et donc, nous avons, présenté une évaluation il y a quelques jours. Donc, ça tombe pas mal pour répondre à votre question. Il y a un effet positif que nous soulignons, qui est de faciliter une coordination et une concertation jugée indispensable par l'ensemble des acteurs à l'échelle du territoire. Et ça, naturellement, ça va être conforté et même renforcé sans aucun doute. Mais le programme n'a pas eu d'effet mesurable sur la priorisation des interventions publiques en faveur de l'industrie, notamment celle des opérateurs publics que sont l'ADEME, la Caisse des dépôts, BPI France, Business France. Enfin, les impacts sur l'emploi industriel et les traits digitales des entreprises sont difficiles à mesurer. Ça nécessite sans doute plus de temps. Mais notons que de nombreux territoires d'industrie ne sont pas parvenus à enrayer le déclin des années précédentes. Enfin, nous constatons qu'il n'y a toujours pas de dispositif d'évaluation ni d'indicateurs spécifiques pour mesurer l'atteinte des nouveaux objectifs fixés par l'État. Disons-le, je crois qu'il y a là très clairement des marges de progression qu'on doit mettre en œuvre. Pour la place des subventions, enfin, nous notons que les avances remboursables et les prêts nous paraissent plus efficaces et qu'elles sont déjà développées par BPI France, que France 2030 a introduit l'attribution de subventions comme un outil désormais plus important, mais les évaluations sont mitigées et elles montrent que le ciblage doit être amélioré, que l'efficacité des avances et des prêts reste au contraire prouvée. Nous aurons l'occasion de revenir dans les prochaines semaines sur ces constats, puisque nous allons approfondir notre réflexion sur les soutiens à l'économie. Merci, monsieur le député. Bien, je vais ouvrir le bal, quelques réflexions et puis quelques questions. Alors d'abord, c'est un rapport important, Pierre Moscovici, que vous nous présentez là, parce que finalement, c'est le premier bilan de 10 ans de politique où au moins on parle de la nécessité de réindustrialisation du pays. Voilà. Et que je ne peux pas m'empêcher de penser que ces 10 ans de politique qui ont suivi 15 années précédentes, où quelque part la question de la désindustrialisation ou du départ de l'industrie était au mieux niée, ignorée, ou au pire même finalement vantée. Bon, de ce point de vue-là, les déclarations de Serge Chourouk en 2000 expliquant qu'il fallait des entreprises sans usine à propos d'Alcatel, on a été un peu l'acmé
de cette politique de désindustrialisation, ce qui fait que 15 ans après, il n'y avait plus d'usine Alcatel, il n'y avait plus non plus d'entreprise Alcatel tout court. Donc il y a effectivement, de ce point de vue-là, une prise de conscience. Et je pense qu'il était important de commencer à en faire un premier bilan. Bien. De ce que je vois de votre bilan, il est important parce qu'il vient à un moment où, à nouveau, il y a des plans de licenciement massifs dans des secteurs industriels en France, notamment dans le secteur de l'automobile, tandis que les secteurs industriels qu'on nous a pas mal vantés ces dernières années comme étant finalement le recours, je pense notamment aux Gigafactory, par exemple à Douai, pour l'instant ne remplissent pas, le moins qu'on puisse dire, leurs promesses en termes de création d'emplois. Et je pense que cette politique industrielle, il est donc important de la juger, d'en faire le bilan et effectivement d'en dessiner les perspectives. J'ai encore en mémoire, il y a peu de temps, un ministre de l'Industrie récent, très récent, m'expliquant que devant la fermeture de Emma France, sous-traitant de Stellantis en Seine-Saint-Denis, finalement, tout ça était une entreprise qui fait pourtant des bénéfices, mais qui délocalise au profit d'entreprises qui sera située en Turquie. Tout ça était finalement quelque chose d'inarrêtable et qu'il fallait se tourner vers d'autres formes d'industrie. Bien, et me vantant notamment la question des gigafactories. Bon, c'est aussi un bilan important parce que Bruno Le Maire, le 29 mars 2024, expliquait que la réindustrialisation était un des plus grands succès économiques des 7 dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à lire votre rapport, vous relativisez quand même si vous notez qu'il y a un progrès, vous relativisez quand même l'importance de ce grand succès au point où on pourrait dire que ça y est, le pays est réindustrialisation. Vous le notez vous-même, c'est fragile. Vous donnez des chiffres de comparaison avec notamment d'autres pays européens. Je me permettrai d'ajouter 2 autres chiffres. Je rappelle que la part de l'emploi salarié industriel dans l'emploi salarié privé total recule depuis 2018 de 16,4 à 15,5% et que par contre le travail à temps partiel des ouvriers augmente à contre-courant de la tendance d'ensemble dans le travail salarié en global. Donc ça montre bien qu'on a des progrès certes, mais qui sont encore extrêmement fragiles. Alors de ça, je voulais vous poser plusieurs questions. Déjà, observez que dans les recommandations que vous faites, plusieurs, j'allais dire, me parlent. Je pense notamment à la question de la demande de révision de l'assiette du crédit impôt recherche, à la question peut-être, c'est pas dit explicitement, mais je le subodore, d'une interrogation sur la suppression uniforme de la CVAE et de réfléchir à des modalités de calcul d'impôt de production qui évitent les effets de bord sur l'industrie et différentes autres logiques, notamment sur la doctrine de prise de participation de l'État ou la réorientation de certains financements de France 2030. Tout ça me semble utile. Par contre, il y a un absent dans vos recommandations qui me semble important et qui est d'autant plus important au moment où Donald Trump prend la présidence des États-Unis, c'est toutes les politiques de protection. Voilà. Je n'ai pas vu dans vos recommandations, j'ai vu des recommandations soutenues à l'échelle européenne de projets, mais je n'ai pas vu de recommandations s'interrogeant sur la question de protection de nos industries. Je pense par exemple à celle de proposition sur les taxes kilométriques que nous avons mis pour notre part sur la table, de la renégociation de traités de libre-échange, par exemple d'idées d'agences pour la relocalisation, de droits de douane ciblés. Donc là-dessus, il n'y a rien dans votre rapport et je voudrais savoir quelle est votre réflexion là-dessus. Et enfin, je vais terminer sur 3 questions précises. Sur le prix de l'électricité, le prix de l'électricité constitue un avantage compétitif historique pour la France, notamment pour les industries électro-intensives. On parle d'un prix inférieur de 92% par rapport à l'Allemagne sur la période 2012-2020. Or, la fin de l'Arenh au 1er janvier 2026 et l'augmentation programmée des prix de l'électricité menacent cet avantage. Donc, quelles sont les pistes envisagées, ou à votre avis, quelles devraient être les pistes envisagées, est-ce que vous avez réfléchi pour prévenir la perte de cet avantage historique et le prix de l'électricité tout en préservant le financement d'EDF? Deuxième question, c'est sur la question de la formation et l'apprentissage. Un obstacle au développement de l'industrie en France, et vous le dites, est la pénurie de compétences, alors même que les dépenses dans l'apprentissage dirigé vers l'industrie sont passées de 27 millions d'euros en 2019 à 536 millions d'euros en 2023 et que l'on a favorisé à partir de 2018 la création d'écoles de formation soutenues par des filières avec des dotations importantes. Donc ma question, est-ce que cette pénurie de compétences traduit un échec
du modèle de l'apprentissage tel qu'il existe depuis quelques années dans notre pays et de la formation professionnelle privée sur fonds publics. Sur le contrôle des investissements étrangers, il y a une actualité évidemment particulière avec la vente annoncée d'Opella, producteur de Doliprane. Le décret Montebourg de 2014 est censé permettre à l'État d'assurer la sécurité des activités stratégiques. Toutefois, l'utilisation de ce décret par les gouvernements successifs semble limitée. Je pense à Alstom, Opella ou encore General Electric qui a manqué ses engagements au prix d'une sanction modeste et insuffisamment douloureuse de 50 millions d'euros. Est-ce que les alternatives dont dispose l'État pour faire face à l'acquisition d'une entreprise présentant un intérêt stratégique vous semblent-elles suffisantes? Et puis, dernière question, c'est évidemment sur l'industrie automobile et la bifurcation écologique. Est-ce que la Cour a identifié des instruments qui permettraient de soutenir l'industrie afin d'électrifier le parc automobile par une production française? Merci, Monsieur le Président, de répondre à ces quelques questions. Merci, Monsieur le Président Coquerel. Il y a une chose que je ne peux pas cacher, une fois n'est pas coutume. Si en effet j'ai tenu à venir présenter ce rapport devant vous, c'est parce que j'y suis quand même particulièrement sensible. Je n'oublie pas complètement que j'ai été par 3 fois élu par des électeurs d'une circonscription très industrielle, celle du pays de Montbéliard, pour les représenter dans cette assemblée. Et que j'ai aussi été pendant quelques années le président de l'agglomération de ce territoire qui était touché par la désindustrialisation et notamment par l'industrie automobile. Et je suis convaincu, je vais fermer rapidement, rassurez-vous, cette parenthèse personnelle, mais je ne peux pas complètement cacher que c'est un sujet dans lequel je me sens quand même concerné et investi. La très grande préoccupation que j'ai pour notre industrie, y compris pour notre industrie automobile, et la conviction que j'ai que nous devons absolument faire de l'industrie une priorité. Un pays comme le nôtre qui se désindustrialise est un pays qui a incontestablement s'affaibli. J'ai toujours considéré que l'idée de France sans usine était non seulement une ânerie, mais quelque chose de suicidaire pour le pays. Alors, en effet, je reviens à des considérations plus objectives. Pardonnez-moi de cette parenthèse, cette incursion, une fois n'est pas coutume, dans mon passé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient quand même plus particulièrement à cœur que d'autres. Je ne peux pas le cacher. Il y a eu, c'est pour ça que la décennie est une assez bonne unité de mesure. C'est pas un problème politique de qui a gouverné jusqu'à ce moment-là, et puis c'est que la prise de conscience de la nécessité du retour de la politique industrielle, qui avait d'ailleurs marqué les premières décennies de la Ve République, puis qui s'était estompée, date effectivement à peu près ce moment-là. Et je pense qu'une date qu'il faut marquer, qui est très importante, je l'ai cité, c'est le rapport Gallois de 2012, qui d'ailleurs n'a pas été intégralement appliqué par le gouvernement de l'époque, dont j'étais le ministre des Finances, mais néanmoins assez largement suivi dans quelques-unes de ses principales conclusions, notamment sur la compétitivité coût. Incontestablement, c'est à ce moment-là qu'a été marquée une inflexion. Et en effet, par rapport à cette période, ce que le constat sur les décennies, je ne vais pas le répéter, c'est que ça a permis de stopper l'hémorragie, de marquer certains progrès, mais que ces progrès restent limités et fragiles par rapport... non, il n'est pas exact de dire que la France est massivement réindustrialisée. Elle a cessé de perdre des emplois industriels, a recommencé à en créer à un rythme assez lent, mais l'écart avec nos partenaires, compétiteurs, reste assez marqué, et ces acquis restent fragiles, et il faut continuer à marquer une priorité pour l'industrie si on veut rester dans cette course et aussi aller de l'avant. Alors, vous avez repris, Monsieur le Président, mais j'en profite pour le répéter, un certain nombre de propositions du rapport sur lesquelles j'insiste à nouveau, sur le crédit d'impôt recherche, qu'il ne s'agit pas de démanteler, mais qui peut être réformé. Sur les impôts de production, nous ne suggérons pas d'en réduire l'importance pour les finances publiques, mais d'en modifier les assiettes afin de les rendre tout simplement plus orientées pour l'industrie. C'est une réflexion déjà très ancienne, je dois l'avouer. Je me souviens de débats qui existaient déjà quand j'étais ministre des Finances, et disons que ça reste encore très présent. Sur la doctrine de l'APE, non seulement nous suggérons de la préciser, même si elle a fait des progrès tout à fait importants au cours des dernières années, depuis longtemps déjà, dans la décennie, mais surtout de l'articuler avec les autres grands acteurs des politiques publiques en matière industrielle, que sont en particulier la Caisse des dépôts, Bpifrance, l'ADEME, pour avoir en quelque sorte une vision globale des acteurs étatiques ou para-étatiques en la matière, pour éviter aussi
les déperditions en ligne qui peuvent se produire. J'ai aussi dit sur France 2030 qu'un certain nombre de programmes pouvaient être arrêtés et qu'il fallait repenser l'ensemble. La Cour a eu l'occasion de se prononcer sur ce programme dans un rapport qui était, je crois, pour la commission des finances de l'autre assemblée, c'est bien ça, du Sénat. Alors, voilà quelques remarques générales qui vont dans le même sens que vous, avec aussi cette sensibilité particulière que... Alors, nous n'avons pas fait de travaux sur la protection, ni au sens des investissements étrangers en France, ni au sens du commerce extérieur. Vous avouerez que le sujet est quand même un sujet largement d'actualité, mais si la Commission des finances envisage de nous confier un nouveau rapport, non, je ne plaisante pas, je plaisante à moitié, sur ces sujets, nous sommes tout prêts et nous nous mobiliserons avec le même intérêt pour le faire. Disons qu'on va avoir assez vite quelques champs d'expérience un peu nouveaux, je le crains, mais je ne veux pas faire de commentaires à chaud sur quelque chose qui est en train de se produire, mais ça fait partie des thèmes sur lesquels nous réfléchirions volontiers à votre demande dans les mois à venir. Sur la révision de l'assiette du crédit d'impôt recherche, nous suggérons un ajustement avec une prise en charge forfaitaire des frais de fonctionnement, l'exclusion des dépenses de veille technologique, la suppression du crédit d'impôt sur les collections et l'ajustement des dépenses jeunes chercheurs qui sont subventionnés aujourd'hui à 120%, ce qui est tout de même un peu beaucoup. Sur les tarifs de l'électricité, nous ne prononçons pas car il y a une négociation en cours avec les entreprises énergo-intensives qui sont les principales bénéficiaires des aides à l'énergie, mais nous avons quand même pointé qu'à l'évidence, ça devait être un sujet de vigilance, puisque ce changement en 2026 peut traduire une perte de compétitivité, mais qui est aussi dopée par des mécanismes qui sont très particuliers. Enfin, sur l'apprentissage, c'est un thème dont je sais vous débattez aussi dans le cadre du projet de loi de finances. La Cour a formulé et va formuler aussi des recommandations pour revoir et rationaliser le financement de l'apprentissage, qui aujourd'hui est devenu trop élevé. Voilà une politique qui, pour le coup, a été relancée franchement il y a quelques années. C'était de manière bienvenue car le chômage des jeunes était très élevé, mais nous observons qu'il y a quand même un certain nombre d'effets latéraux, disons, qui se sont développés, à savoir que d'abord ça est devenu extrêmement coûteux, que ça bénéficie à des publics qui n'en ont en réalité pas besoin, et ça bénéficie insuffisamment à des publics qui en auraient besoin. C'est pas spécifique à l'industrie. Pour l'industrie, je dirais que l'enjeu essentiel nous paraît être de développer un dispositif de soutien durable, coordonné avec les acteurs dans les bassins d'emploi, car je l'ai dit, derrière ce qu'on fait sur l'apprentissage, il y a aussi des problèmes d'attractivité et des problèmes d'image. D'ailleurs, qu'on forme trop peu de gens, par exemple sur les sujets métaux et autres, mais ensuite, non seulement on en forme trop peu, mais trop peu vont dans l'industrie elle-même. Et notre souci, je le répète, c'est l'efficacité de la dépense. Les diplômés du supérieur ne voient pas d'amélioration de leur employabilité du fait de l'apprentissage. Je préside une institution qui a des apprentis. Bon, on bénéficie des dispositifs, mais honnêtement, c'est pas cela qui devrait être priorisé par les... Ils viendraient quand même chez nous. Sans cela, ils trouveraient des débouchés chez nous. En revanche, d'autres jeunes en ont besoin. Donc il y a une question non seulement d'économie, mais aussi de recentrage et d'amélioration de l'image et de l'attractivité de l'industrie qui est fondamentale en la matière. Mais ce sujet de l'apprentissage, alors pour le coup, c'est un sujet qui n'est pas que financier, il est financier et structurel. Voilà quelques remarques en réponse à vos questions. D'accord. Sur les questions d'intérêt stratégique, est-ce que les alternatives dont dispose l'État sont suffisantes? Vous renvoyez ça à un rapport, par exemple, voilà, j'ai dit qu'il y avait les questions de protection, je les aborde de deux sujets, okay. L'aspect commercial, mais aussi la protection des investissements. Et là-dessus, je ne peux pas dire que nous avons des réflexions approfondies à ce stade, mais nous pouvons approfondir si vous le souhaitez. Ok, merci. Rassemblement national, monsieur Jocelyn de Signy, 2 minutes, puis je vous laisserai répondre pour 2 minutes. Comment? Ah, pardon, monsieur Boulogne, excusez-moi. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, une fois n'est pas coutume, je vais vous remercier, non pas pour vos propos
faux sur un éventuel shutdown français, mais sur ce rapport sur les politiques publiques en faveur de l'industrie. Il dresse un panorama assez complet de la situation industrielle du pays et démontre le décrochage de la France par rapport à nos voisins européens. En 2023, vous l'avez rappelé, la part de la valeur ajoutée de l'industrie dans l'économie française s'élevait à environ 15%, contre 20% en Italie et 25% en Allemagne. Le socle industriel de nos deux voisins a lui été préservé, ainsi que les emplois qui vont avec, tandis qu'en France, 2 millions d'emplois industriels ont été détruits en 40 ans, dont 900 000 environ depuis le début des années 2000. Il va sans dire que ces centaines de milliers d'emplois détruits dans l'industrie ont aujourd'hui une incidence alarmante sur notre taux de croissance, sur la baisse de nos exportations et du déficit commercial abyssal que la Macronie n'a cessé de creuser. Depuis 2000, les parts des marchés françaises dans les exportations mondiales de biens ont drastiquement diminué. La disparition de l'industrie française s'explique en partie par une structure de prélèvement qui pénalise l'appareil de production. La Cour des comptes indique à cet égard que les modalités actuelles de calcul des impôts de production, je cite, restent défavorables au développement de l'industrie en France par rapport aux autres pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le niveau de prélèvement obligatoire sur les entreprises s'élève à environ 18% en France, 14% en Italie, 10% en Allemagne. La France restant la championne des impôts sur les entreprises, on pourrait s'attendre à ce que le gouvernement propose de les réduire. Or, le budget 2025 prévoit le report de 3 ans de la trajectoire de suppression de la CVAE, alors que le bon sens serait d'alléger la fiscalité sur la production. On ne peut pas prôner chaque matin la nécessité de réindustrialiser le pays et ensuite, dans les actes, refuser de diminuer la charge fiscale. Ainsi, Monsieur le Premier Président, j'aimerais avoir votre avis, à l'aune des analyses de ce rapport, sur l'absence de nouvelles mesures en faveur de l'industrie dans le PLF 2025. Aussi, de quelle manière le législateur pourrait-il réviser les modalités actuelles d'imposition de l'activité économique pour les rendre plus favorables à l'industrie française? Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais profiter du début de votre propos pour faire une rectification double. D'abord, dire une chose un peu solennelle, c'est que la Cour des comptes n'est pas un acteur du débat public, c'est une institution. Et on ne peut pas l'approuver quand on partage ses conclusions et les désapprouver le reste du temps. Je pense que c'est très très mauvais de faire ainsi. Moi, je viens présenter des travaux qui sont des travaux collectifs, qui sont faits par des équipes, qui sont objectives aussi. Ça plaît ou ça déplaît, c'est un élément d'information et de débat public. Ne pensons pas que nous cherchons à influencer telle ou telle chose. Si on commence à trop critiquer les institutions indépendantes dans ce pays, on risque de prendre des plis désagréables. Honnêtement, ça fait 4 ans et demi que je suis Premier président de la Cour des comptes maintenant. J'ai parfois plu et parfois déplu. Honnêtement, je n'ai jamais eu de sujet avec l'exécutif. Jamais. Jamais. Et je ne pense pas que tout ce que j'ai dit est ravi. La deuxième chose, vous m'avez prêté des propos faux. Moi, je ne supporte pas les propos faux sur des propos qui ne le sont pas. Et je vais vous dire de manière très précise de quoi il s'agit. Pardon d'intervenir sur ce sujet, mais tout de même, le shutdown, une expression américaine qui traduit le fait où, à un moment donné, on arrête de payer. S'il n'y a pas de texte du tout, on se trouve dans une telle situation. Il existe, bien entendu, et c'est ce que j'ai toujours dit, des moyens pour l'éviter. Vous les connaissez, ils sont suffisamment exposés. Ça peut être l'adoption d'ordonnances, ça peut être une loi spéciale, ça peut être aussi de laisser filer les débats. Mais, en toute hypothèse, ces expédients existent, dont le risque de shutdown est évitable. Ne pensons pas non plus que ça résout tous les problèmes de finances publiques du pays. Ça, c'est votre question. Mais ne prêtez pas à la Cour des comptes, ne lui prêtez pas des propos, et à moi, qu'elle ne tient pas. Ou encore, quand elle les tient, c'est pour dire ça. Alors, j'en viens ensuite à votre question. Cette précision est en fait, j'avoue que ça me... Merci de me donner l'occasion de le faire, parce que ça m'échauffait. Sur les impôts de production, ce que nous suggérons, c'est la réduction de l'écart, même s'il reste important, et des aménagements possibles sur la CVDE, AE et le C3S. Je n'ai naturellement aucun commentaire à faire, monsieur le député, sur les débats en cours dans le PLF. Merci pour votre mise au point et le rappel qu'il y a tous les moyens pour éviter le shutdown. J'en suis heureux que vous le rappeliez. Vous Sous-optimaux, j'ai aussi dit ça. Oui. Enfin bon, voilà. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. David Amiel. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, pour ce rapport de grande qualité. Merci également à tous ceux qui y ont contribué, à notre collègue Benoît Mournet, qui en avait assuré le suivi ces derniers mois. Bon, ce rapport tombe, je crois que c'est peu de le dire, à point nommé.
à point nommé d'abord au vu de notre situation nationale. Je crois qu'une des grandes vertus de ce rapport, c'est de montrer que quand il y a une continuité dans les politiques publiques qui sont menées, avec des consensus transpartisans, puisque cette politique industrielle a été poursuivie à travers des majorités successives, elle a donné des résultats. Et on voit très bien l'inflexion nette qui a été celle à partir de 2012. Vous avez rappelé, Monsieur le Premier Président, l'impact du rapport Gallois, l'impact du CICE, l'impact des mesures qui ont suivi et qui ont permis aujourd'hui de stabiliser la part de l'industrie manufacturière et de l'industrie tout court dans le PIB et d'avoir une reprise plus récente de l'emploi industriel. Puis ce rapport tombe aussi à point nommé vu la situation mondiale, puisqu'on sait très bien que l'année 2025 risque d'être quand même une boucherie industrielle avec une mâchoire d'acier chinoise et américaine, à la fois d'ailleurs sur le plan commercial, mais aussi sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, sur le plan budgétaire, avec deux pays qui se sont engagés dans une stratégie fondée sur des déficits très importants pour subventionner d'une manière ou d'une autre leur industrie. Et cette montée des tensions, elle vient au pire moment, puisque nos cartouches budgétaires sont à nous limitées. Et pour autant, on ne peut pas tout renvoyer au niveau européen. On doit prendre des mesures au niveau national en assumant, je crois, une forme de préférence industrielle. D'abord en ciblant davantage nos dispositifs de politique de l'offre vers l'industrie, c'est un certain nombre de propositions que vous faites. Je crois aussi en ciblant la politique de demande vers la production réalisée en France et en Europe. On avait fait ça pour le bonus automobile cette année, ça a donné des résultats, probablement faut-il l'étendre à d'autres secteurs industriels. Et puis évidemment, la question de l'énergie se pose avec beaucoup d'acuité. Il faut qu'on prépare le post-ARENH. Les dispositions ont été supprimées dans le cadre du PLF, mais c'est évidemment un enjeu essentiel pour nos industriels. J'avais en conclusion 3 questions, Monsieur le Premier Président. La première en matière de gouvernance, quelle articulation vous voyez entre les plans d'investissement type PIA, maintenant France 2030, et les lignes directes des ministères que vous appelez à renforcer, comment on assure qu'elles soient cohérentes? Deuxième question, quelle articulation vous voyez entre la politique énergétique et la politique industrielle, puisque l'énergie est quasiment devenue plus importante maintenant que le coût du travail, vu d'ailleurs les mesures qui ont été menées en matière de compétitivité. On a eu d'ailleurs un rapprochement des ministères il y a peu. Comment vous voyez le travail au niveau technique administratif en la matière? Et dernière question, que pensez-vous des approches en termes de contractualisation qui ont été menées? Je pense particulièrement pour la décarbonation des sites industriels, qui était aussi un instrument nouveau. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Vos questions, d'abord de vos observations, vos remarques appréciatives sur le rapport. En matière de gouvernance, nous considérons que d'ores et déjà, s'agissant de France 2030, l'articulation avec les politiques sectorielles est largement développée et de manière convenable. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que s'agissant de France 2030, il y a un certain nombre de sujets qui sont à revoir, des rapports de la Cour des comptes qui sont en partie critiques, dont on devrait tenir compte pour éviter justement des dépenses qui sont importantes. Et nous allons faire sur une enquête sur France 2030 nouvelle en 2025 pour faire des suggestions à ce sujet. Pour ce qui est de la gouvernance, elle a progressé par 2 voies d'amélioration, le ciblage de France 2030, mais qui reste à améliorer, et la coordination qui peut être renforcée. Et j'en viens à votre deuxième question, entre la politique de l'énergie, la politique de l'innovation, la politique de l'industrie. Vous avez entièrement raison de souligner que ce sont 2 thèmes qui sont non seulement connexes, mais confondus. Et de ce point de vue-là, la coordination peut sans aucun doute être améliorée. Voilà, Monsieur le député. David Guiraud pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président, pour ce rapport qui est très intéressant. Bon, je crois que vous le savez parce que vous étiez venu dans ma circonscription il n'y a pas si longtemps à Wattrelos, une circonscription elle aussi très industrielle sur l'industrie textile, mais Roubaix, qui était la ville aux 1000 cheminées, a globalement perdu quasiment toutes ces industries. À la lecture de ce rapport, je ressors quand même avec une petite frustration, je vous l'avoue, c'est qu'on discute trop peu, notamment de la question de la monnaie, de l'euro. Moi, j'aimerais savoir quel est votre avis sur le poids de l'euro
sur notre industrie, sachant qu'en plus vous dites qu'on est sur une industrie en moyenne gamme, et je crois que je mets de côté toutes les autres considérations liées à la monnaie, mais qu'en tout cas il faut qu'on arrive à avoir un bilan aussi sur notre monnaie, y compris sur les réglementations au sein de l'Union européenne, dont on parle assez peu, mais la plupart des délocalisations, moi j'étais au chiffre de 55%, mais peut-être que je me trompe, se font à l'intérieur de l'Union européenne, plutôt que des industries qui partent en Chine, etc. Donc là aussi, il y a quand même quelque chose à voir sur des réglementations qui permettent trop facilement à un actionnariat qui a pris le pas d'ailleurs sur les capitaines d'entreprise aujourd'hui, qui recherchent des rentabilités à court terme et qui pour ça est prêt à délocaliser beaucoup plus facilement, et la réglementation leur permet de le faire un peu trop vite. Je note avec satisfaction quand même que vous appelez à resserrer le crédit impôt recherche, qui est une demande qu'on fait de longue date avec la France Insoumise et le nouveau Front populaire, de la même manière que vous appelez à modifier l'assiette de la CVAE. Tout ça pour dire que en fait, on a quand même eu, là vous mettez le chiffre par exemple de 40 milliards d'euros en 2022, des investissements publics qui sont massifs, qui sont, faut le dire aussi, compensés par la consommation populaire, puisque c'est la TVA qui paye maintenant ces exonérations de cotisations sociales pour le CICE, pour d'autres politiques en faveur des entreprises, je pense à la CVAE. Donc c'est quand même un choix politique budgétaire important qui concerne au premier plan les Français. Mais on a du mal à voir aujourd'hui un ciblage qui permet à l'industrie française de se relever, parce qu'elle a, quoi qu'on en dise, énormément perdu en progressivité. Voilà, mais je vous attends surtout sur les questions liées à l'Union européenne et au poids de la monnaie, parce que je pense que ça concerne très fortement notre industrie. Merci, Monsieur le Président. J'en profite pour revenir sur la question de M. Amiel, la troisième, qui était sur la décarbonation, qu'il me pardonnera d'avoir un peu négligé, en notant qu'effectivement l'industrie est la principale bénéficiaire du dispositif de compensation carbone, notamment les énergies, les activités énergo-intensives, la chimie, l'acier et le ciment. Qu'il y a des évolutions très importantes sur le marché européen du carbone. Vous les connaissez très bien, la fin des quotas gratuits d'émissions, la taxe carbone, mais que, en toute hypothèse, tout ce qui va dans ces mécanismes est essentiellement ciblé sur l'industrie. Par exemple, s'agissant du fonds chaleur, 76% des aides vont à l'industrie manufacturière, et là, il y a une très forte sensibilité, effectivement, à ce que nous disions sur le carbone, et évidemment, ce sont là des réflexions et des actions qui sont articulées de très près. J'ai, pardonnez-moi, monsieur le député, peu de réflexions sur la monnaie. En général, d'ailleurs, on en fait peu. C'est pas exactement un sujet qui nous concerne. Je suis toujours très prudent sur la monnaie. Après, on peut être pour ou on peut être contre. Ça, c'est un autre aspect. Sur le contrôle des investissements étrangers, il y a quelques centaines d'entreprises, de laboratoires, une liste clarifiée. La DGE joue là un rôle fondamental. Le contrôle s'est renforcé depuis 10 ans. Et la France est parmi les pays où le nombre d'entreprises contrôlées est le plus important. Là, je reviens sur une question du président, mais là encore, on peut aller plus loin dans l'analyse sur ces sujets. Sophie Pantel pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Alors, j'avais d'abord une première question sur l'après-ARENH, mais bon, la question a été posée 2 fois, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est un sujet important puisque même des grands groupes comme ArcelorMittal traversent des crises sans précédent du fait de la question de l'énergie. Ma seconde question concerne France 2030. Vous avez évoqué dans votre rapport une recommandation en disant de soit stopper certains financements, soit de revenir sur d'autres projets peut-être de moindre envergure. Et sauf erreur de ma part, il me semble que les auditions que vous avez pu réaliser en fait concernaient des territoires qui étaient déjà bien développés sur le plan industriel. Et il me semble, enfin, d'après vous, ne serait-il pas peut-être plus sage de pouvoir évaluer aussi d'autres territoires, notamment là où les écosystèmes industriels peuvent être de véritables outils d'aménagement du territoire. C'est ce que vous avez rappelé à la fin de votre intervention. Donc voilà, donc peut-être, en tout cas, nous, notre souhait, ça serait qu'il y ait une évaluation plus fine avant de pouvoir complètement réorienter ces crédits, voire de les supprimer sur certains projets. Monsieur le Président. Alors, merci Madame la députée. Comme je l'ai dit, nous avons reprogrammé une enquête sur France 2030 pour l'an prochain.
mais notons d'ores et déjà que ça incarne l'évolution de la politique industrielle au profit de mesures de soutien direct qui ciblent les entreprises et les secteurs identifiés comme stratégiques, que nous avons noté qu'en matière de gouvernance, le caractère prometteur de l'approche des stratégies d'accélération transversales, décloisonnées, qui doivent être régulièrement évaluées, mais pour autant, nous avons dans ce rapport souligné que l'évaluation du comité de surveillance de France 2030 relevait que le ciblage du programme devait être amélioré en resserrant les champs d'investissement à une vingtaine contre une quarantaine aujourd'hui, et la Cour souscrit à ces observations. Pour nous, il faut cibler davantage les soutiens pour renforcer l'impact. Marie-Christine Dalloz pour la droite républicaine. Ça sera Pardon. Nicolas Ray. Nicolas Ray. Je vais essayer de... Oui, je sais. Merci, Monsieur le Président, pour ce rapport, pour vos analyses, pour ces éclairages et surtout pour ce constat de renforcer la nécessité de renforcer le poids de l'industrie dans notre économie. Votre rapport m'amène à faire plusieurs réflexions et soulever plusieurs questions. La première, je pense qu'un des handicaps de notre industrie, c'est qu'elle subit trop de complexité administrative et réglementaire. Encore une fois, les délais d'instruction, d'autorisation pour l'exploitation de nouvelles industries restent plus longs que la moyenne européenne. Des lois ont tenté effectivement de réduire ces délais, je pense à la loi Industrie verte, mais il reste encore beaucoup à faire. Le projet de loi de simplification de la vie économique qui arrive à l'Assemblée sera l'occasion peut-être d'améliorer cela. Quels sont les outils législatifs et réglementaires que vous proposez ? Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le ZAN, évidemment, qui reste un frein pour l'activité industrielle de notre pays. Sur l'énergie, vous avez raison de dire qu'il s'agit d'un avantage compétitif pour notre pays, mais grâce, je dirais, à notre énergie nucléaire que notre groupe a toujours défendu. Nous sommes un des rares groupes à avoir été constant sur la défense de cette énergie. Malgré tout, on a une énergie dont les prix évoluent fortement. Que pensez-vous d'une taxe flottante sur l'énergie ? On parle beaucoup de cela, mais ça n'a jamais été mis en œuvre, qui pourrait être la solution pour neutraliser les fortes évolutions de ces prix. Sur la prévention des entreprises en difficulté, ne pensez-vous pas que nous sommes trop en réaction et pas assez en prévention pour éviter certaines défaillances industrielles? Sur les interventions en fonds propres de l'État et ses participations, ne pensez-vous pas qu'il faille faire un peu le tri? Il y a eu des réflexions qui ont été faites pour que l'État cède certaines participations dans des entreprises industrielles, ce qui permettrait effectivement aussi d'avoir des recettes budgétaires supplémentaires. Merci. Toutes ces questions permettraient effectivement de renforcer notre industrie dans notre économie. Monsieur le Président. Merci, monsieur le député. Là aussi, des remarques appréciatives que vous faites sur ce rapport. Naturellement, il est là pour nourrir le débat public, comme je le disais, et puis chacun peut ensuite y ajouter ses préférences ou ses propres analyses. Je ne vais pas improviser devant vous sur une taxe flottante sur l'énergie. Je rends compte de ce qui est dans nos rapports, et ce qui n'y est pas, je n'en parle pas. Pour ce qui est de la prévention des entreprises en difficulté, il y a en effet beaucoup d'acteurs. Il y a un problème de prise en charge dans la durée. Et sans aucun doute, ça permettrait qu'on se penche, ça exigerait qu'on se penche davantage sur cette question-là. L'idée, effectivement, d'agir plus en amont et d'être davantage sur des dispositifs d'alerte intelligents et coordonnés me paraît en effet une idée qui peut être juste. Enfin, pour ce qui est des fonds propres, c'est vrai que nous ne sommes plus au temps des grands débats sur la privatisation et les nationalisations. Des évolutions dans tous les sens, en réalité, des uns et des autres, depuis quelque temps. Mais ça rejoint les suggestions que je fais sur la doctrine de l'Agence des participations de l'État, qui doit être précisée, et aussi sur l'articulation de cette doctrine avec celle des autres acteurs publics qui sont intervenants, partie prenante en la matière. Merci. Ensuite, Charles Fournier. Chacun fera sa religion. Ça dépend quand même assez largement aussi des décisions politiques, avec partie des stratégies définies par la PE. Charles Fournier pour Merci. le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce rapport qui
qui donne matière à échanger sur les politiques industrielles et dans un contexte particulier. Et je pense d'ailleurs que le débat de ce matin ne va pas épuiser les questions et les nombreuses questions qui ont été posées, mais il se fait dans un contexte particulier, celui de plans sociaux qui se multiplient. On parle de près de 300 plans sociaux et 140 000 emplois qui risquent d'être détruits. Et vous l'avez dit dans votre rapport, les aides publiques, les interventions publiques en faveur de l'industrie ont augmenté, sont passées de 17 milliards sur la période 2012 à 2019 à 26 milliards, près de 27 milliards sur la période 2020-2022. Et donc nous sommes là quand même dans une situation extrêmement paradoxale entre des aides publiques qui augmentent et là le sentiment d'un risque d'effondrement d'une bonne partie de nos activités industrielles. Le rapport n'évoque pas d'ailleurs la question des revenus du capital et des revenus du travail et le fait que les revenus du capital progressent beaucoup plus et beaucoup plus vite que les revenus du travail. Et ça me semble être quand même un des éléments d'analyse peut-être de l'efficacité relative des politiques en faveur de l'industrie. Deuxième élément, il me semble que quand on mesure l'efficacité des interventions publiques, on doit regarder l'efficacité écologique et sociale. Et pareil, je trouve que le rapport n'évoque pas les questions des bifurcations écologiques, n'évoque trop peu peut-être la question sociale, la question des emplois. Et la bifurcation, c'est pas simplement la décarbonation, c'est plein d'autres sujets, la biodiversité, la question des ressources. On parle trop peu, je pense, en matière d'industrie, de la question des matériaux critiques, qui va être un des sujets absolument déterminants pour la suite. Ma deuxième question concerne la structure du tissu économique. Vous le dites majoritairement des multinationales, et c'est historique dans notre pays. N'est-ce pas là un point de fragilité de notre économie? Et n'y a-t-il pas à regarder comment mieux soutenir le tissu de PME-PMU, l'ensemble des acteurs économiques qui font aussi vivre notre territoire? Notre troisième question concerne la dimension macroéconomique, mais on a déjà parlé de la protection ou du protectionnisme. Je voudrais juste vous interroger sur la question européenne. Vous le dites dans le rapport, il faut agir en européen. Moi, j'ai le sentiment que ce n'est pas exactement ce qui est fait à l'heure actuelle. Je prends un exemple, 40 projets de production de batteries en Europe, sans que tout ça soit coordonné. Je pourrais parler de France 2030. Qu'existe-t-il dans les autres pays européens et comment ça s'articule à l'échelle européenne? Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député. Je note que sur les TPE, les PME, PMI, BPI France, j'interviens beaucoup, ce qui est tout de même sa mission. Mais après, je l'ai dit aussi, c'est une question de plus grande finesse dans les précisions de ces interventions. Pour ce qui est des stratégies européennes, si nous avons souligné la nécessité d'européaniser de manière très forte la politique industrielle, pour noter d'une part que, alors là pour le coup, pendant des décennies, et j'en suis témoin, c'était une arlésienne ou une partie totalement manquante ou un point aveugle de la politique européenne, que depuis la commission à laquelle j'ai appartenu, mais ce n'était pas mon portefeuille, on a commencé à se préoccuper de ça et qui est en train de se définir une compétence partagée entre l'Union européenne et les États, avec le fait que ce n'est plus tabou. Toutes ces questions de stratégie, d'autonomie stratégique sont maintenant quand même au cœur du mandat de la Convention européenne, de la Commission européenne. Mais il y a naturellement beaucoup plus à faire, beaucoup mieux à faire en la matière. Et de ce point de vue-là, nous inscrivons aussi dans la lignée des propositions qui sont celles du rapport Draghi. Merci. Jean-Paul Mattei. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, d'abord, merci pour ce rapport qui, si j'ai bien compris, va en appeler d'autres aussi sur ces sujets. J'ai une petite pensée aussi pour Benoît Mournet, qui était à la manœuvre et qui est mon voisin de circonscription. Monsieur le Premier Président, j'aurais quelques questions pour mieux comprendre la teneur de vos recommandations. Vous indiquez que la fiscalité des entreprises industrielles reste sous-optimale en raison de l'existence d'impôts de production dont le fonctionnement est défavorable à la production en France, sans pour autant recommander une suppression de la CVAE ou encore de la C3S. Vous suggérez une révision de leurs modalités de calcul. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les pistes qui pourraient être explorées? Dans votre rapport, vous indiquez que l'image de l'industrie reste très dégradée, ce qui nuit à l'attractivité des formations et des métiers industriels. Quels leviers concrets avez-vous identifiés pour que nous puissions combattre effectivement ce frein? Vous évoquez également l'importance de développer des politiques qui favorisent les innovations de rupture dans la mesure où elles permettent de se constituer des points forts en matière industrielle. Malgré les efforts de simplification des gouvernements successifs, vous affirmez toutefois que l'innovation reste bridée par un ensemble de normes juridiques et mentales qui induisent des obstacles entre le monde de la recherche et celui de l'industrie. Pourriez-vous nous indiquer quels sont précisément ces freins à l'innovation? Ensuite, je voudrais revenir sur deux points
sur les rapports État-région avec la réforme de la loi NOTRe et ces grandes régions et la perte de compétences économiques des départements? Est-ce que là, il y a eu un ralentissement? Et enfin, vous évoquez la réforme du CIR. Et dans votre rapport, vous montrez que ce sont les groupes industriels qui sont les plus performants en matière industrielle. Est-ce que le fait de plafonner au niveau des groupes le CIR n'aurait pas un effet négatif quand on voit que ces structurations de sociétés holding avec des filiales dans le monde industriel est assez performant pour l'emploi industriel, pour le développement industriel? Monsieur le Président. Là encore, monsieur le député, merci de vos remarques. Je ne vais pas improviser sur des propositions qui ne sont pas dans le rapport. Je pense notamment à la question du lien entre le passage à les grandes régions et l'efficacité de la politique industrielle. Au contraire, nous avons plutôt insisté sur les pôles de compétitivité, sur la nécessité d'être bien articulés les acteurs locaux avec la politique industrielle à un niveau assez fin. Mais deux remarques toutefois. D'abord sur les impôts de production. Comme vous le savez, la CVE a une assiette qui est la valeur ajoutée et la C3S une assiette qui est le chiffre d'affaires. Et pour nous, il faut mieux relier ces calculs d'assiette à la productivité, ce que ne fait ni la CVE ni la C3S. Ce rapport ne propose pas de supprimer des impôts de production, ne propose pas de réduire la part des impôts de production dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui de finances publiques. Je pense que la stabilité doit être visée. Néanmoins, il propose de modifier, de réformer structurellement leur assiette pour permettre d'encourager davantage le développement industriel. Pour ce qui est du crédit d'impôt recherche, je l'ai dit, la France se distingue par le montant de soutien public à la R&D qui est le plus élevé de l'OCDE et par la prédominance de dispositifs indirects comme le CIR. La Commission nationale d'évaluation du CIR a dit qu'il y avait quand même un effet d'entraînement modéré sur les activités de recherche et de développement. C'est confirmé par les études de l'OCDE. C'est en général d'ailleurs plus fort dans le cas des PME et plus faible pour les grandes entreprises. Nous n'en déduisons pas pour autant qu'il faille réduire sur les grands groupes, mais nous pensons là qu'il y a une expertise à mener. Là encore, un thème qui peut être creusé dans les années à venir. Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, depuis la fin du XXe siècle et à la suite de la crise de 2008, la France a subi un phénomène de désindustrialisation avec une chute importante de la part de l'industrie dans le PIB. Pour autant, notre pays reste un pays avec une industrie d'excellence. L'agroalimentaire, la métallurgie, le cosmétique, le luxe, l'automobile ou encore l'aéronautique. La France possède dans chacun de ces secteurs des entreprises mondiales leaders dans leur domaine comme Airbus, Dassault ou LVMH. Depuis plusieurs années, des politiques publiques ciblées sont mises en œuvre pour soutenir notre industrie, la baisse des impôts de production, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la réduction du coût de travail avec les exonérations de cotisations sociales, mais également les mesures de simplification administrative ou encore les mesures sectorielles comme la loi Industrie verte. Nous devons évidemment continuer à diminuer la pression fiscale et la pression administrative sur nos entreprises et nos industries. Aujourd'hui, notre pays ouvre plus d'usines qu'il n'en ferme, mais pour que cela continue, nous devons absolument rester compétitifs face à la concurrence mondiale et nous devons continuer à nous diversifier. Monsieur le Premier Président, dans votre rapport, vous préconisez de nouvelles baisses d'impôts de production, mais dans le but d'aller encore plus loin dans cette politique de soutien à notre industrie, quels autres leviers préconisez-vous? Et enfin, pour faciliter le recrutement de personnel qualifié, devons-nous investir davantage dans la formation et l'orientation de nos jeunes vers les métiers industriels? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je crois avoir déjà un peu répondu à ces questions. D'abord, nous ne proposons pas de baisse des impôts de production, mais nous proposons une réforme des impôts de production. Et quant à la question d'attractivité, aux questions d'image de l'industrie, ça y est, je crois qu'il y a un travail très fin à faire et d'amélioration de la formation. Donc, ça rejoint tout à fait nos propositions. Michel Colombani pour l'IOT. Oui, Castellani. Surtout que je m'appelle Je ne sais pas Castellani. pourquoi je reviens sur ces sur ces défauts. C'est pas bien grave. Excuse-moi. Je n'ai toujours pas changé de nom. Monsieur le Premier Président,
Inutile d'expliquer que l'industrie joue un rôle extraordinaire dans la production de biens, évidemment, de richesses, mais aussi par ses effets d'entraînement. Et que donc c'est un drame, ce recul du poids de l'industrie, en particulier depuis les chocs pétroliers. Donc moi je voudrais poser un certain nombre de questions. D'abord, le rapport pointe la difficulté à démontrer l'efficacité des plans de soutien à l'industrie. Mais cependant, vous citez deux filières qui échappent à ce constat, c'est l'aéronautique et la microélectronique. Alors la question est la suivante, est-ce que la Cour a pu identifier les modalités d'intervention, les outils, l'organisation de la prise de décision qui expliquent le succès des plans de soutien dans ce secteur? Est-ce que justement ces filières constituent-elles des modèles dont on pourrait s'inspirer pour d'autres secteurs de l'industrie? D'autre part, vous proposez la création d'un grand ministère, si j'ai bien compris, de l'économie, indépendant du ministère des Finances, un ministère qui coordonnerait l'ensemble des politiques sectorielles, sur le modèle d'un certain nombre de pays. Est-ce que vous pourriez développer justement les difficultés concrètes auxquelles une telle organisation permet de répondre dans les pays étrangers et selon quelles modalités? Et enfin, j'évoque l'insuffisance du travail de veille et de prospective sur les ruptures technologiques. Avez-vous, au cours de vos auditions, obtenu des explications à ce manque d'efforts en matière de prospective technologique? Y a-t-il des réformes en cours sur ce sujet? Merci. Monsieur le Président. Juste deux mots. Merci, monsieur le député. Non, nous ne proposons pas la création d'un grand ministère. Nous proposons une meilleure coordination entre les différents acteurs. Et sur la prospective, là, c'est un champ de réflexion que nous ouvrons, chacun de s'y avancer. Emmanuel Morel pour le groupe GDA. Merci Monsieur le Président et merci au Premier Président pour ce rapport qui est utile et intéressant. Alors, ce qui est un peu angoissant, c'est qu'il y a des mesures structurelles sur le long terme avec une réflexion intéressante. Mais là, on est tellement dans l'urgence que nous, ce qu'on cherche aussi, c'est des réponses. Parce que le rapport Draghi, qui a été cité plusieurs fois, est intéressant de ce point de vue-là. Il explique comment on pourrait éventuellement éviter le décrochage, sauf que nous, il nous revient là, au moment où on est, d'organiser le sauvetage. D'ailleurs, c'est pas seulement la concurrence chinoise et américaine, c'est aussi la concurrence intra-européenne. Et d'ailleurs, c'est pas évoqué dans le rapport, mais moi j'y reviens. Il faudra quand même à un moment faire la liste des politiques européennes qui ont été largement défavorables à l'industrie française pendant des années. Il y a une petite inflexion, vous l'avez dit, notamment quand vous étiez membre de la Commission, mais quand on regarde les politiques de chasse aux aides d'État, d'obsession de la concurrence, le refus obstiné de la réciprocité en matière commerciale pendant des années, ça a eu un impact quand même considérable sur l'industrie française. Moi, je reviens sur un point, parce qu'il y a une forme de question. Le rapport dit bien que l'intervention de l'État est structurante en matière de politique industrielle. Ça, c'est clair quand vous dites qu'il faut consolider la politique de participation financière de l'État, de la Caisse des dépôts, de BPI. Et ça, c'est important. Mais ce que je regrette, c'est que, alors c'était un parti pris, on ne parle pas suffisamment de la commande publique. Moi, je pense que la question de la commande publique en matière industrielle, c'est déterminant, notamment pour privilégier le Made in France ou Made in Europe. Et de ce point de vue-là, j'ai une question qui vous ramènera quelques années en arrière. Il y avait quand même, quand vous étiez ministre des Finances, de mémoire, il y avait le plan Montebourg, avec les 34 secteurs prioritaires. J'ai cru lire dans le rapport que, en gros, vous disiez à la fois, il y a une insuffisance de financement et il y a peut-être trop de saupoudrage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement et très vite pour reprendre cet esprit qui était quand même, en termes de redressement productif, très intéressant? Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le député Emmanuel Morel. Deux petites choses. Bon, la première, malheureusement, je ne vais pas répondre à votre deuxième question. Non pas parce que je n'ai pas envie de reprendre ce débat avec Arnaud Montebourg, que j'ai tenu il y a une douzaine d'années maintenant, mais simplement parce que, de manière explicite, la commande publique était exclue du rapport. C'est des débats que nous avons eus avec la Commission des finances. Donc, nous n'avons pas mené ce travail. Pour l'autre, je voudrais faire une remarque sur ce que vous dites sur l'Europe. J'ai noté votre mot aimable, mais je ne le partage pas totalement, paradoxalement. Je dirais plutôt que la commission précédente, la commission Juncker, a commencé à évoquer ces sujets de politique industrielle
et a commencé aussi à déployer des outils en la matière, notamment le fameux plan Juncker, qui était un plan d'investissement qui reposait sur, pour l'essentiel, des prêts qui ont été mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement. Mais je rends justice à la commission suivante, parce que je pense qu'ils ont fait en réalité davantage, et que vous ne portez pas suffisamment d'attention au mécanisme des PIEC, qui a permis une coordination forte, et aussi aux mécanismes qui ont été mis en place tout de même après la crise Covid, notamment Next Generation EU, qui a été un plan d'investissement, qui est un plan d'investissement qui est le concours de plan, qui non seulement passe par des prêts comme le plan Juncker, mais en plus passe par des subventions. Donc je dirais que j'observe, mais ça ne veut pas dire un jugement qui soit comme ça de manière unitaire favorable, mais j'observe que l'Europe progresse en la matière et que c'est un des grands débats qui nous attend maintenant. Que fera la prochaine commission? Elle s'installe la semaine prochaine. C'est une des grandes questions qui se posent. Je sais qu'elle vous passionne en qualité d'ancien et excellent député européen. Bien, merci. J'ai quelques orateurs supplémentaires. Oui, ne vous inquiétez pas. Monsieur le Président devait absolument partir, mais il accepte de rester quelques minutes de plus pour répondre. Par contre, je vais tous les prendre les uns après les autres. Et soyez courts et posez vraiment les questions que vous voulez ajouter de façon à ce qu'on puisse tenir les temps. Laurent Baumel. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez fait référence aux premières décennies de la Ve République. Alors, sans cultiver une nostalgie inutile, mais c'est vrai que la politique industrielle n'a plus tout à fait l'ambition qui fut la sienne à l'époque où socialistes, communistes et gaullistes étaient finalement d'accord pour dire que l'État devait organiser les filières économiques de ce pays et pas simplement sous la forme de baisse d'impôts non ciblées pour l'ensemble des sociétés. Aujourd'hui, on a plutôt une politique industrielle qui passe en effet par des concepts de type territoire d'industrie, qui sont des concepts d'animation, de coordination à l'échelle locale, qui n'ont pas exactement la même ambition. Du coup, ma question est assez simple. Le peu qui reste de politique industrielle nationale, par exemple à travers les interventions de la BPI, sans vous prononcer explicitement sur le PLF 2025, est-ce que vous pouvez néanmoins dire ici qu'il est souhaitable que nous ayons une trajectoire budgétaire qui consolide malgré tout ce type d'intervention? Christine Pires-Beaune. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, à mon tour de vous remercier la Cour des comptes pour ce rapport et de formuler le vœu que les pouvoirs publics se saisissent de ces recommandations, pour certaines d'ailleurs maintes fois proposées, je pense notamment au crédit impôt recherche. Mais c'est sur un autre sujet, profitant de votre présence, que je veux vous interroger, sujet d'actualité. Un règlement entre la France et la Suisse daté de 2009 permet à des grands groupes français internationaux de bénéficier d'un régime dérogatoire avantageux. Cet accord permet de rattacher leurs cadres dans une filiale suisse tout en les faisant travailler en France. Et ces cadres sont alors affiliés au régime social suisse. Les entreprises ne payent pas les cotisations sociales en France. Une vingtaine de grands groupes français seraient concernés. 300 millions d'euros annuels échapperaient ainsi au budget de la sécurité sociale. Je voulais savoir si, quand vous avez été à Bercy, de mai 2012 à mars 2014, vous aviez eu connaissance de ce régime dérogatoire. Je vous remercie. Merci. Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président, pour cette présentation. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à ce rapport. Vous n'avez aucunement évoqué, je ne l'ai pas vu dans votre rapport non plus, la question du temps de travail en France et du recours aux heures supplémentaires dans l'industrie. Or, si nous regardons différentes enquêtes, notamment l'enquête force de travail d'Eurostat en 2019, la durée effective annuelle moyenne de travail des salariés à temps complet demeure en France bien inférieure à celle qui existe dans les autres pays, puisque les Français travaillent 155 heures de moins dans l'année qu'en Allemagne, 162 heures de moins qu'en Italie et 242 heures de moins qu'au Royaume-Uni. Donc en fait, j'ai une question. Est-ce que selon vous, la durée légale du travail hebdomadaire en France, aujourd'hui, pénalise la compétitivité de nos entreprises industrielles? Est-ce que cela a des répercussions sur nos entreprises françaises? Merci, Madame Maret-Boye. Oui, je laisse la parole à mon collègue, Monsieur Foucault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, cette enquête met en lumière des lacunes graves dans la gestion des investissements publics au service de notre industrie. Les constats dressés sont préoccupants. Une mauvaise gestion des plans, des circuits de financement d'une complexité excessive qui compromettent l'efficacité des investissements d'avenir.
Sur la période 2010-2020, ce sont 11 milliards d'euros de fonds publics qui ont été engagés dans des secteurs stratégiques tels que le nucléaire, l'aéronautique, le spatial et l'énergie. Ces investissements indispensables auraient dû faire l'objet de davantage d'attention dans leur utilisation. Compte tenu de l'ampleur des montants mobilisés, il est impératif d'exiger des vérifications de conformité plus rigoureuses pour s'assurer que chaque euro public investi contribue à des objectifs clairs et mesurables. Ma question est simple. Au-delà de l'évaluation du degré de maturité technologique, quels ont été les critères précis de sélection des investissements réalisés? Quel mécanisme préconisez-vous concernant l'évaluation plus rigoureuse de l'investissement dans nos secteurs stratégiques? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président. Merci, Monsieur Baumel. Je ne sais pas si on peut partager cette nostalgie pompidolienne, encore plus que gaullienne, des débuts de la 5e. Ça mériterait d'autres débats, mais en toute hypothèse, d'ailleurs, ce serait intéressant de comparer très exactement les montants et en pourcentage de ce qu'on faisait à l'époque et maintenant. Les choses ont évidemment énormément changé et on ne déploie pas tout à fait la politique industrielle dans les mêmes. Et l'européanisation est sans aucun doute une ouverture qui, pour le coup, est d'avenir. Mais disons que nous avons certes proposé des marges d'ajustement ou des économies ici ou là. Aucune politique ne doit y échapper. Le critère, c'est la qualité de la dépense, mais sans aucun doute, nous pensons qu'il faut garder une ambition pour la politique industrielle et que celle-ci doit avoir une traduction budgétaire. Donc, il n'est pas interdit de réfléchir à l'efficience de certains mécanismes, comme les impôts de production, mais globalement, on doit garder un cap en la matière et une priorité sans aucun doute. Pour ce qui est des cotisations sociales transfrontalières, c'est un sujet connu, mais que nous n'avons pas spécialement étudié. Là, vous faites, d'un coup, vous mobilisez ma mémoire. Avec l'âge, elle devient évidemment beaucoup plus rigide. Néanmoins, je l'ai évidemment connu, non seulement parce que j'étais ministre des Finances, mais aussi parce que j'étais élu frontalier avec la Suisse. Néanmoins, ça ne reste pas extrêmement frais à ma mémoire, notamment le mécanisme que vous évoquez. Je vais creuser. Pour ce qui est du temps de travail, non, Madame Louwagie, nous n'avons pas examiné ça explicitement, mais on a évoqué la question du travail intérimaire, qui est sans aucun doute la variable d'ajustement dans l'industrie. La question des 35 heures n'étant d'ailleurs pas spécifique à l'industrie, globalement, nous estimons que ce n'est pas préjudiciable à l'emploi industriel, mais bon, c'est une question qu'on peut naturellement poser. Enfin, sur souveraineté et emploi, les critères pour les investissements en fonds propres de l'État et de ses opérateurs, oui, c'est bien, en effet, cette recherche de la combinaison de la souveraineté et de l'emploi qui préside à ces travaux. Merci. Merci. Bon, conformément à l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances, j'ai plus qu'à demander à la Commission si elle autorise la publication de ce rapport. Il en est ainsi décidé. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres de la Cour des comptes de la qualité de ce rapport. Moi, j'ai redemandé une question en plus.